Ma femme m'a quitté avec cette phrase « Comme on jette un verre vide dans l'évier. Je t'ai trompé depuis longtemps avec un homme plus réussi. Je ne vois aucun avenir avec toi. » 2 ans plus tard, elle est revenue vers moi. Mais cette fois, elle n'était pas seule. Et moi, je n'étais plus l'homme qu'elle avait laissé dans un 2 pièces humide de Villeurbanne, avec un frigo qui faisait plus de bruit que notre mariage. À l'époque, j'avais 25 ans. Un boulot simple dans une petite entreprise de maintenance. Un CDI sans gloire. Un salaire qui arrivait avec la ponctualité d'un TER en grève. Et une femme, Inès, qui avait un talent rare, celui de transformer chaque fin de mois en procès public. Notre appartement était modeste, un salon trop petit, une cuisine où il fallait choisir entre ouvrir le four ou le placard, une salle de bain avec un miroir piqué qui me renvoyait toujours la même tête, celle d'un type fatigué qui essayait quand même de tenir debout. Moi, je partais tôt, je revenais tard, je faisais les courses, je payais le loyer, l'électricité, la mutuelle, l'abonnement Internet, même son forfait mobile. Elle expliquait avec le plus grand sérieux du monde qu'une femme mariée ne devait pas travailler parce qu'un homme digne de ce nom devait subvenir à tout. C'était sa théorie, son évangile, sa contribution à l'économie nationale. Parfois, je la regardais étendue sur le canapé, téléphone à la main, café refroidi sur la table basse, et je me disais qu'elle parlait du mérite, avec l'assurance d'un ministre qui n'a jamais pris le métro. Au début, je trouvais des excuses. Elle traversait une mauvaise passe. Elle cherchait sa voie. Elle voulait se lancer dans quelque chose. Puis quelque chose est devenu rien. Et rien n'a duré, des mois. Ensuite des années. Elle avait toujours une idée vague. Une formation peut-être. Une boutique en ligne sûrement. Une amie qui allait l'aider. Un projet qui allait démarrer lundi. Lundi n'arrivait jamais. En revanche, ses reproches, eux, avaient une ponctualité suisse. Regarde Karim, il a acheté une voiture neuve. Regarde le mari de Sarah, il a déjà signé pour un appartement. Toi, à 25 ans, tu loues encore. Comme si j'avais personnellement inventé l'inflation. Les frais de syndic et les fins de mois à découvert. Un soir de novembre, je suis rentré plus tôt. Pluie fine, chaussures trempées, odeur de lessive dans l'escalier. Je suis passé à la boulangerie prendre une tarte aux pommes. Un geste idiot, presque tendre. Le genre de détail qu'on fait quand on croit encore qu'un dessert peut sauver une ambiance. En ouvrant la porte, j'ai entendu sa voix dans la chambre. Basse, souple, presque légère. Un ton qu'elle n'utilisait plus avec moi depuis longtemps. Elle riait, pas le petit rire poli qu'elle servait à mes blagues fatiguées. Non, un rire franc, vivant, insolent. Je me suis arrêté. J'ai pensé qu'elle parlait à une amie. Puis j'ai entendu « Non, il ne se doute de rien ». J'ai senti quelque chose me glisser sous les côtes, comme si mon corps avait compris une seconde avant mon cerveau. Je ne suis pas entré tout de suite. J'ai posé la tarte sur le meuble de l'entrée, bien à plat, comme un homme qui respecte encore l'équilibre des choses, au moment même où sa vie commence à pencher. Elle est sortie de la chambre avec son téléphone à la main. Elle s'est figée en me voyant. Une demi-seconde, pas plus. Juste assez pour que je comprenne que je n'avais pas rêvé. « Tu parlais à qui ?» J'ai demandé, calmement, trop calmement même. Elle a haussé les épaules. À personne. Ce mensonge-là avait la délicatesse d'une porte claquée. J'ai enlevé ma veste. Je l'ai accrochée. J'ai regardé la boîte de la tarte. Puis elle. Puis la chambre derrière elle. Et quelque chose en moi a commencé à s'aligner. Des détails que j'avais refusé de voir. Ses sorties soudaines. Ses nouveaux vêtements sans ticket de caisse. Ses sourires devant WhatsApp. Ses absences mentales quand je lui parlais de nos factures, de la CAF, du renouvellement de l'assurance habitation, de la vie réelle. En clair, je me souviens très bien de la dispute qui a suivi, le bruit de la pluie contre les vitres, la lumière jaune du plafonnier, son visage fermé, presque agacé d'être dérangé dans sa vraie existence. « Tu veux la vérité ?» Elle l'a lancé, en croisant les bras. « Très bien, je t'ai déjà trompé avec un homme plus réussi que toi. Je ne vois pas d'avenir avec toi. » Il y a des phrases qui ne se contentent pas de blesser. Elles réorganisent la pièce, l'air, le temps, tout, même le silence après. J'ai cru que j'allais crier, casser quelque chose, supplier peut-être. Rien de tout ça. Je suis resté là, droit, avec ma chemise humide et mes mains vides. Elle, en revanche, semblait presque soulagée, comme si elle avait enfin arrêté de jouer un rôle médiocre dans une pièce qu'elle méprisait depuis longtemps. Puis elle a ajouté quelque chose que je n'ai jamais oublié.
Toi, tu survivras. Tu as l'habitude de te contenter de peu. Et c'est à cet instant précis que j'ai compris que le pire n'était pas qu'elle parte. Le pire, c'était depuis combien de temps elle me regardait déjà comme un homme terminé. Cette nuit-là, elle a sorti une valise du haut du placard, et quand j'ai vu ce qu'il y avait dedans, j'ai compris qu'elle ne venait pas de prendre une décision, elle l'avait préparée depuis des semaines, peut-être des mois, et le nom collé sur un reçu que j'ai trouvé au fond m'a glacé, parce que ce nom, je le connaissais déjà, et il n'appartenait pas à un inconnu. Le nom sur le reçu, c'était celui de Laurent Vignal, 40 ans, costume impeccable, sourire de brochure bancaire, le genre d'homme qui serre les mains comme s'il signait déjà votre reddition. Je le connaissais parce qu'il possédait plusieurs commerces dans le secteur. Et parce que mon patron répétait son nom avec ce respect humide qu'on réserve aux gens qui peuvent faire perdre ou gagner des contrats. 2 semaines plus tôt, j'étais allé réparer une climatisation dans un de ses bureaux. Inès m'avait appelé 3 fois pendant l'intervention pour me demander si j'avais pensé à passer à la pharmacie et si j'allais enfin parler à mon chef d'une augmentation, à croire qu'elle gérait ma carrière comme on pousse un vieux meuble du pied, mal et sans conviction. Quand j'ai regardé ce reçu, une réservation dans un hôtel à Annecy pour 2 personnes, j'ai senti le ridicule me gifler plus fort que la trahison. Elle ne me trompait pas avec un fantasme lointain. Non, avec un homme dont je connaissais le prénom, la voix, et même la façon agaçante de dire « parfait » en regardant à peine les gens. Inès a refermé sa valise d'un geste sec, comme si elle craignait surtout d'être en retard, pas de détruire 5 ans de vie commune. Ne fais pas cette tête, s'il te plaît, ça devient gênant. Elle a soufflé, avec cette froideur de réceptionniste qui annonce un supplément bagage. Je l'ai regardée, sans bouger. Gênant, Inès, tu viens de m'apprendre que tu me trompais. Dans notre appartement, avec le téléphone que je paie. Elle a levé les yeux au ciel. Tu paies tout. Oui, tu le répètes assez. C'est exactement ça le problème. Tu te comportes comme si faire le minimum faisait de toi un héros. Je n'avais même plus la force de rire, alors que franchement, traiter de minimum un homme qui porte seul le loyer, les courses, les factures et le moral d'un couple, il fallait une audace presque artistique. Elle est partie avant minuit, avec 2 valises, son sac beige, son parfum trop sucré qui a flotté longtemps dans l'entrée. Et sans un seul regard en arrière, la porte a claqué. J'ai attendu quelques secondes, bêtement, comme si elle allait revenir, parce qu'elle avait oublié quelque chose. Elle avait bien oublié quelque chose. Oui. Ma dignité sur le carrelage, et elle s'en fichait complètement. Les jours suivants ont eu la texture d'un vieux chiffon mouillé. Je me levais, j'allais travailler, je rentrais, je fixais le plafond, parfois sans allumer la lumière. Les voisins du dessus se disputaient, le frigo vibrait, mon téléphone restait muet, sauf pour les prélèvements et les relances. Le romantisme moderne. J'ai perdu 5 kilos sans effort, ce qui prouve au moins qu'une catastrophe conjugale a plus d'efficacité que toutes les applications de fitness du monde. Au boulot, j'étais absent, même quand j'étais là. Je montais sur les chantiers. J'oubliais des outils. Je regardais dans le vide. Mon chef, Mourad, un type sec mais juste, m'a attrapé un matin devant le dépôt. Soit tu me dis ce qui se passe, soit je te renvoie chez toi avant que tu tombes d'un échafaudage. Je lui ai raconté. Pas tout. Juste l'essentiel. Ma femme, le départ, l'autre homme. Mourad a hoché la tête avec l'air de quelqu'un qui n'est surpris que par mon étonnement. Écoute-moi bien, les gens qui te méprisent pendant que tu les portes, ça finit toujours pareil. Eux, ils cherchent un ascenseur. Toi, tu dois construire l'immeuble. Sur le moment, j'ai trouvé ça presque ridicule. Une phrase de mug motivationnelle, version zone industrielle. Mais elle m'est restée. Les 2 premiers mois, j'ai vécu mécaniquement. Puis, un samedi, en rangeant les papiers, j'ai trouvé une enveloppe du notaire concernant la succession de mon oncle Joël. Un homme discret, avec des mains de ciment, et une voix de papier de verre, mort quelques mois plus tôt. Je l'aimais bien. Il m'avait appris à tenir une perceuse, avant même que je sache faire une division correcte. J'avais ignoré les courriers, trop occupé à me faire écraser sentimentalement avec sérieux. Je suis allé au rendez-vous à Lyon, en pensant régler une formalité. Je suis ressorti avec un vieux Renault Trafic, quelques outils professionnels, et surtout une petite somme qu'il m'avait laissée. Pas de quoi acheter un loft à Croix-Rousse, mais assez pour voir autre chose qu'un mur. Le notaire, lunettes fines, costume triste, m'a dit « Votre oncle écrivait peu, mais il a laissé une note pour vous. » Sur une feuille pliée en 4, il y avait juste « Arrête de te sous-estimer, les autres s'en chargent déjà. » J'ai ri pour la première fois, depuis des semaines. Un rire sec,
Un peu cassé, mais un vrai rire. Le soir même, j'ai croisé par hasard Sarah, une ancienne collègue d'Inès, devant une supérette. Elle a hésité avant de me parler. Puis, elle m'a balancé la suite avec cette gêne précise des gens qui savent qu'ils apportent du poison dans un gobelet en carton. Inès n'avait pas commencé avec Laurent récemment. Ça durait depuis presque 1 an. Et tout le monde, dans leur petit cercle, le savait plus ou moins. Sauf moi, évidemment. Moi, j'étais le dernier informé de ma propre humiliation. Le mari modèle, le figurant fiable, le type qui payait le Wi-Fi pendant qu'un autre profitait du mot de passe. Sarah a ajouté que Laurent lui avait promis monts et merveilles, un appartement, des voyages, une vraie vie. J'ai remercié, poliment, parce que la politesse est parfois le seul luxe qui reste aux gens qu'on a pris pour des idiots. En rentrant chez moi, j'ai regardé longtemps le trafic de mon oncle garé en bas. Blanc, fatigué, cabossé, pas très élégant, un peu comme moi à cet instant. Sauf qu'au moins, lui avait encore du potentiel. Et ce soir-là, pour la première fois, je n'ai pas pensé à récupérer Inès. J'ai pensé à récupérer ma vie. Le problème, c'est que je ne savais pas encore que quelqu'un allait me tendre une chance énorme, précisément là où je croyais n'avoir plus rien. La chance énorme est arrivée un mardi à 6h40 du matin, sur un parking boueux derrière un immeuble en rénovation à Bron, pas dans un bureau vitré, pas dans un café branché, pas avec une musique inspirante en fond. Non, avec l'odeur du ciment humide. Un gobelet de café tiède et un chef de chantier furieux qui jurait contre un sous-traitant disparu avec l'avance. Je livrais simplement du matériel pour Mourad. Quand j'ai entendu « C'est une catastrophe. Il me faut une équipe aujourd'hui. Pas lundi. Aujourd'hui. » Je me suis retourné. Le type parlait à tout le monde et à personne. Casque blanc, veste trempée, téléphone collé à l'oreille, l'air de quelqu'un à 2 minutes d'un AVC administratif. Sans réfléchir. Je lui ai demandé ce qu'il manquait. Il m'a regardé comme on regarde un gars qui propose de réparer un avion avec un tournevis. Puis il a lâché. Faux plafond, cloison, reprise, finition. Et surtout quelqu'un qui ne me raconte pas sa vie. J'ai répondu. Parfait. Je déteste déjà cette conversation. Il a cligné des yeux, presque vexé. Puis il m'a demandé si je savais faire. J'ai pensé à mon oncle, à ses outils dans le trafic, à toutes les années à bosser pour les autres pendant qu'on me répétait que je n'étais pas assez. Et j'ai dit oui, avec un calme qui ne me ressemblait même pas. Le chef de chantier s'appelait Delmas, sec comme un reçu de banque. Il m'a donné 48 heures pour prouver que je n'étais pas un illuminé de plus. J'ai appelé 2 anciens collègues fiables, Sofiane et Nico. Pas des bavards, pas des artistes du mensonge. Juste des gars solides, qui savaient arriver à l'heure et finir ce qu'ils commençaient. On a bossé comme des forçats pendant 3 jours, poussière jusque dans les oreilles, sandwich mangé debout, devis bricolé le soir sur ma table de cuisine, celle où Inès posait autrefois ses reproches comme des centres de table. J'ai utilisé presque tout l'argent laissé par mon oncle pour louer du matériel, acheter ce qu'il fallait, payer les gars correctement. J'avais peur, évidemment. Mais la peur a parfois plus d'efficacité qu'un coach LinkedIn. Elle vous oblige à être précis. Delmas est repassé le vendredi. Il a regardé les finitions, les alignements, les reprises. Il a demandé qui avait coordonné le chantier. J'ai levé la main. Il a simplement dit « Continue ». Ce seul mot m'a fait plus d'effet que toutes les déclarations d'amour que j'avais reçues dans ma vie, parce que au moins celui-là reposait sur quelque chose de concret. Ensuite, tout s'est accéléré avec cette brutalité élégante des vraies bascules. Delmas m'a recommandé à un promoteur local, le promoteur à un syndic, le syndic à un restaurateur qui rénovait son établissement à la Guillotière. J'ai créé ma société dans un mélange de panique et de café noir. J'ai passé des heures à comprendre les statuts, l'assurance décennale, les devis, les acomptes, l'URSSAF, les appels de la banque, les rendez-vous qui sentent le contrat, et la sueur froide, moi qui avais longtemps eu l'impression de subir la vie. Je découvrais un sport étrange, la diriger, pas parfaitement, pas avec grâce, mais la diriger quand même. Le trafic de mon oncle est devenu le premier véhicule de l'entreprise. Blanc toujours, cabossé toujours, sauf que cette fois il portait mon nom sur la portière. Quand j'ai vu l'adhésif se poser, j'ai eu un moment idiot, presque solennel, comme si je recollais enfin quelque chose en moi. Inès, pendant ce temps, donnait des nouvelles indirectes. Jamais à moi, trop risqué pour son confort moral, mais aux autres, assez pour que les informations circulent. Elle s'était installée avec Laurent dans un appartement plus chic. Parquet, terrasse, miroir rond dans l'entrée.
Le genre de lieu qui sent le crédit bien négocié et le mépris bien entretenu. Elle avait épousé Laurent rapidement, très rapidement, à croire que certains mariages se font comme des transactions notariales avec une coupe de champagne tiède en bonus. Quand j'ai appris ça, j'ai ressenti une pointe étrange. Pas de jalousie. Non, plutôt cette sensation amère d'avoir servi de marchepied avant l'ascenseur. Mais je n'avais plus le temps de m'effondrer proprement. J'avais des salariés à payer, des clients à calmer, des fournisseurs à relancer, et un comptable qui me parlait comme si le vrai patron de ma vie, c'était lui. Un soir d'automne, après un chantier compliqué à Oulin, je suis rentré tard au dépôt. J'ai trouvé une jeune femme assise sur une palette, tailleur froissé, yeux rouges, téléphone éteint dans la main. C'était Camille, l'architecte d'intérieur avec qui je travaillais depuis 2 mois sur plusieurs dossiers. Brillante, nerveuse, sarcastique, donc immédiatement sympathique. Elle venait d'apprendre qu'un associé l'avait plantée en emportant une partie de ses clients. J'ai éclaté de rire. Elle m'a regardé comme si j'étais un sociopathe. J'ai levé les mains. Pardon, ce n'est pas contre toi. C'est juste que, manifestement, les gens médiocres adorent partir avec la caisse ou avec le conjoint. Ça dépend du secteur. Elle a ri malgré elle, et on a fini par parler pendant 2 heures, assis entre des seaux de peinture et des plaques de plâtre, de boulot, d'ambition, de honte, de ces moments où l'on comprend que la chute n'est pas toujours une fin. Parfois c'est juste un tri brutal. Je n'étais pas amoureux. Pas encore. J'étais surtout en train de redevenir quelqu'un. Nuance importante. Mais cette nuit-là, en fermant le dépôt, je me suis senti vivant d'une manière nouvelle. Plus calme, plus tranchante, comme un couteau bien rangé. Et au moment où je pensais enfin avoir laissé le passé derrière moi, j'ai reçu sur WhatsApp une photo envoyée par un numéro inconnu. On y voyait Inès, devant un immeuble que je connaissais trop bien, avec un visage que je ne lui avais jamais vu. Un visage de femme déjà en train de comprendre qu'elle avait misé sur le mauvais homme. La photo venait d'un numéro que je n'avais pas enregistré, mais j'ai reconnu tout de suite l'immeuble. C'était celui de Laurent, à 2 rues d'un cabinet de notaire où j'étais déjà allé signer un contrat pour un chantier. Inès était sur le trottoir, manteau beige, cheveux attachés n'importe comment. Le visage fermé, pas dramatique, pire, vidé, avec ce regard des gens qui viennent d'apprendre que l'ascenseur social peut aussi descendre au sous-sol. 5 secondes plus tard, le même numéro m'a envoyé un message. Désolé, erreur de destinataire. Ce qui, en français moderne, veut généralement dire « Je voulais te montrer ça, mais je préfère garder un reste de dignité. » Je n'ai pas répondu. Je n'avais ni l'envie de jouer au détective, ni celle de faire semblant d'être au-dessus de tout. J'ai simplement posé le téléphone sur la table du dépôt et je suis rentré chez moi. Sauf qu'à minuit passé, incapable de dormir, j'ai fini par rappeler. Une femme a décroché. Voilace. Elle s'appelait Aurore, ancienne employée de Laurent. Elle m'a reconnu tout de suite. Apparemment, mon existence avait longtemps circulé comme un détail gênant dans les couloirs de sa petite cour. Elle m'a expliqué, avec cette franchise brutale des gens qui n'ont plus rien à protéger, que Laurent allait mal financièrement depuis des mois. Investissements ratés, dettes qui gonflent, train de vie ridicule maintenu à coups de crédit et d'apparence. Le grand classique. La version costume de l'homme qui commande du champagne avec une carte refusée. Il avait commencé à vendre des biens, à fermer des sociétés, à disparaître de certains rendez-vous. Et surtout, il avait changé de comportement avec Inès dès qu'elle était tombée enceinte. Moins élégant, plus nerveux, beaucoup plus absent. J'ai remercié Aurore, j'ai raccroché, puis je suis resté assis dans le noir, à écouter le silence de mon appartement, celui-là même où je croyais autrefois étouffé, et j'ai eu une pensée presque offensante par son calme. Elle avait vraiment quitté un homme loyal pour une brochure mensongère. Les mois ont continué, et ma boîte, elle, a pris une ampleur que je n'aurais jamais osé imaginer à 25 ans. On a signé la rénovation complète de 2 immeubles à Villeurbanne, puis un gros chantier à Caluire. J'ai embauché davantage. J'ai loué un vrai local, acheté 3 véhicules, changé de banque, appris à parler à des assureurs sans avoir envie de me jeter par la fenêtre, ce qui est une compétence sous-estimée. Camille travaillait de plus en plus avec moi, et sans qu'on décide quoi que ce soit, elle a pris de la place dans ma vie avec une élégance discrète. Un café posé sur mon bureau à 7h10. Un message sec quand j'acceptais un devis absurde. Un fou rire dans un Leroy Merlin un samedi matin, parce qu'un client voulait du haussmannien chaleureux, mais pas trop cher. Donc, globalement, Versailles. Au prix d'un studio. Avec elle. Rien n'était théâtral. Personne ne jouait un rôle. Personne n'attendait de l'autre qu'il le sauve ou le finance ou le valide. C'était nouveau pour moi. Presque suspect au début.
puis simplement reposant. Un jour de février, presque 2 ans après le départ d'Inès, je suis tombé sur Sarah, devant un café près de Pardieu. Elle m'a arrêté avec ce mélange de curiosité et de compassion que les gens ont quand ils vous ont connu au fond du trou et qu'ils découvrent soudain la version remise à neuf. Elle m'a dit, sans détour, « Laurent est parti. » J'ai cru à une séparation banale, un divorce chic avec avocat et mobilier partagé. Pas du tout. Il avait quitté Inès en laissant derrière lui des dettes, des promesses en miettes et un bébé de quelques mois. Officiellement, il était parti pour se refaire. Officieusement, il avait surtout fui la réalité avec l'énergie d'un homme qui n'aime ni les responsabilités, ni les témoins. J'ai demandé malgré moi si l'enfant allait bien. Sarah a hoché la tête. Oui, le petit n'y est pour rien. Mais elle galère vraiment. Puis elle a ajouté. Elle parle souvent de toi. J'ai presque ri. Bien sûr qu'elle parlait de moi. Le passé devient toujours plus séduisant quand le présent vous envoie les huissiers. Je pensais que l'histoire s'arrêterait là, en commentaire secondaire dans la vie des autres. J'avais tort. 3 semaines plus tard, un jeudi soir, alors que je sortais d'un rendez-vous avec mon comptable, je l'ai vue, Inès, assise, seule à la terrasse fermée d'un café près des terreaux, Poussette à côté d'elle, manteau simple, visage aminci, aucune trace de l'assurance brillante qu'elle portait autrefois, comme un parfum trop fort. Elle m'a vu presque au même moment, et dans son regard, j'ai perçu quelque chose de plus dérangeant que la honte, de l'espoir. J'ai failli continuer mon chemin. Franchement, j'aurais dû. Cela m'aurait épargné du théâtre. Mais elle s'est levée, s'est approchée, et a prononcé mon prénom avec une douceur qu'elle ne m'avait jamais accordée quand nous étions mariés. Rien que ça. C'était déjà insultant. On peut parler. Elle a demandé. Et derrière elle, dans la poussette, le bébé dormait paisiblement, inconscient du fait qu'il allait assister, sans le savoir, au dernier acte d'une histoire que sa mère croyait pouvoir réécrire. Je l'ai regardé quelques secondes sans répondre. Pas pour lui faire payer un effet, juste parce que je cherchais la bonne distance, celle qui permet de rester correct sans rouvrir la porte aux fantômes. Inès avait changé, évidemment, pas seulement physiquement. Il y avait chez elle une fatigue nouvelle, moins de vernis, plus de vrai, sauf que le vrai arrive parfois trop tard pour être touchant. Je me suis assis en face d'elle, par réflexe presque administratif, comme à un rendez-vous de banque où l'on sait déjà que le prêt sera refusé. Elle a posé une main sur la poussette, puis sur sa tasse, puis l'a retirée, nerveuse. Elle n'avait jamais été nerveuse avec moi avant. Avec moi, elle était surtout exigeante. Je sais que je n'ai aucun droit de te demander ça. Elle a commencé, formule classique, toujours suivie d'une demande parfaitement déplacée. Mais j'avais besoin de te voir. J'ai hoché la tête. Tu me vois ? Félicitations. Elle a baissé les yeux. Elle m'a raconté Laurent. La belle vie qui s'était révélée être un décor en carton. Les crédits, les mensonges, les absences, les humiliations élégantes au début, puis moins élégantes du tout, la grossesse qu'il avait accueillie comme un problème logistique, et enfin son départ, simple, lâche, presque propre, une valise, quelques phrases vagues, et plus rien. Je l'écoutais sans l'interrompre, avec un calme qui l'inquiétait visiblement, parce qu'elle attendait sans doute de la colère, ou pire, de la compassion. Elle n'a reçu ni l'une ni l'autre. Quand elle a fini, elle a levé les yeux vers moi. J'ai compris beaucoup de choses, avec le temps. J'ai presque souri. Cette passion soudaine des gens pour les grandes vérités. Une fois la catastrophe arrivée, c'est toujours impressionnant. Elle a repris « Tu étais quelqu'un de bien, et je ne l'ai pas vu. Tu faisais tout pour moi. Je voulais toujours plus. Je croyais que la sécurité, c'était l'argent, le statut, l'image. Mais avec toi, au moins, c'était vrai. » J'ai regardé le bébé dormir, puis elle, puis la rue derrière la vitre, les passants pressés, le serveur qui faisait semblant de ne pas écouter. Tout était étrangement banal pour une scène qui avait autrefois occupé toutes mes nuits. Et maintenant, j'ai demandé. Elle a respiré profondément. Maintenant, je voudrais qu'on essaie de se revoir, de parler, peut-être de recommencer autrement. Voilà, on y était, le cœur réel de sa visite. Pas la confession, pas les regrets, la tentative de retour, le recyclage sentimental. Comme si j'étais une adresse de secours, restée valide. Pendant qu'elle testait d'autres options, elle s'est dépêchée d'ajouter. Je ne te demande pas d'accepter tout de suite. Je sais que j'ai été horrible. Mais les gens changent. Je me suis adossé à ma chaise. Et j'ai senti quelque chose d'étonnamment léger en moi. Pas de rage, pas de tremblement. Juste une clarté nette, froide, presque confortable.
2 ans plus tôt, cette scène m'aurait détruit ou retourné la tête. Là, je voyais tout avec une précision chirurgicale. Son retour n'avait rien d'un miracle. C'était une conséquence. Elle ne revenait pas vers l'homme qu'elle avait méprisé. Elle revenait vers la stabilité qu'elle avait sous-estimée. Nuance immense. Je lui ai dit doucement « Tu ne me manques pas, Inès. C'est important que tu l'entendes clairement. » Elle a blêmi. Pas beaucoup. Juste assez pour comprendre que le terrain n'était plus le sien. J'ai tout fait pour toi, avec les moyens que j'avais. Et tu as traité ça comme une honte. Tu voulais un homme plus riche, plus installé, plus impressionnant. Tu l'as choisi. Très bien. Mais on ne revient pas vers moi parce que le casting s'est mal passé, elle a murmuré. Ce n'est pas juste ça. J'ai levé la main, sans dureté, juste pour arrêter la pièce avant le 3e mensonge. Puis j'ai dit la phrase qu'elle méritait d'entendre. Entière, sans emballage. Je ne veux pas d'une femme avec un enfant d'un autre homme. Et surtout, je ne veux plus de toi. Pas après tout ce que j'ai fait pour nous, et tout ce que tu as méprisé. Elle m'a fixé, comme si elle découvrait enfin que la douceur n'exclut pas la fermeture définitive. Il y avait des larmes dans ses yeux, mais elles ne m'ont rien inspiré. On pleure aussi quand on rate un train. Ça ne transforme pas le quai en tragédie. Je me suis levé, j'ai sorti ma carte, j'ai payé son café. Vieux réflexe, dernière politesse. Puis j'ai regardé la poussette 1 seconde. Prends soin de ton fils. Lui n'a rien fait. Elle a voulu répondre. Retenir quelque chose. Moi, peut-être le passé. Peut-être son ancienne version d'elle-même. Mais il n'y avait plus rien à retenir. Dehors, l'air était froid, propre. Et Camille m'a appelé au moment où j'arrivais à ma voiture. « Tu es où ? On t'attend pour signer le chantier de Bordeaux. » J'ai regardé une dernière fois la terrasse derrière moi. Inès était toujours assise, immobile, minuscule dans la lumière grise. Puis j'ai répondu « J'arrive. » Et pour la première fois de ma vie, ce n'était pas une promesse faite à quelqu'un d'autre. C'était une réponse faite à moi-même.